Bonjour Michel Duviel, merci d'accepter cette deuxième interview avec le blog de Venerc. Donc cette fois-ci, aujourd'hui, on va aborder la question du déconfinement. Mais avant de parler des déconfinement, est-ce que Michel, vous pouvez nous parler de comment se sont passées ces premières semaines de confinement à Venerc en particulier? Alors sur le fonctionnement, j'allais dire, de la mairie elle-même, hein, donc on a continué à fonctionner avec des moyens totalement dématérialisés. Notamment, moi j'avais à peu près 3 à 4 visioconférences par semaine. Dans un premier temps, avec les maires du canton, où tous les mardis soirs, on a un point en visio avec les maires du canton pour voir les uns et les autres comment on avance sur nos sujets de gestion communale. Donc on essaie aussi de partager les expériences des uns et des autres. J'ai fait aussi régulièrement visioconférence avec les membres du bureau, donc les maires adjoints et la directrice des services. Là aussi, pour avancer sur les points un peu critiques, on va dire, du déconfinement. Et après, on a aussi continué à travailler notamment sur les projets que porte la commune, avec principalement le projet d'espace socio-culturel, donc avec l'assistance de maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre. Donc on continue à travailler sur le sujet, d'autant plus que maintenant on a eu la connaissance de l'attribution de la subvention que va nous allouer la région sur ce projet-là. Donc ça permet aussi d'affiner les choix techniques et financiers sur ce projet pour pouvoir redémarrer, j'allais dire, le plus facilement et le plus logiquement dans les mois à venir. Principalement, ce qui est aussi arrivé, c'est de communiquer chaque jour les comptes rendus préfectoraux, puisque je reçois chaque jour un message préfectoral qui fait le point de la situation sanitaire et épidémiologique, mais qui aussi, fait aussi le point sur toutes les évolutions qui sortent en matière d'ordonnance. Et principalement pour nous, une ordonnance qui a modifié tout ce qui était lié au droit de l'urbanisme et qui a donné des règles précises par rapport au dépôt de dossiers, la manière dont il devait être traité pendant cette période de confinement. Donc voilà un petit peu comment s'est articulé le fonctionnement municipal depuis notre dernier entretien. Après, sur le fonctionnement de la commune, enfin globalement de la commune, j'ai trouvé que le respect du confinement était assez sérieux de la part de l'ensemble des administrés, avec une dérive depuis quelques jours où on sent effectivement à la fois la saturation des uns et des autres de ne pas pouvoir profiter d'une certaine forme de liberté et à mon sens quelque chose qui a été accentué avec la diffusion de la carte couleur verte et couleur bleue qui a donné le sentiment d'être surprotégé ou dans une région où on avait un peu moins de crainte à avoir, ce qui a libéré beaucoup de mobilité sur la commune ou d'accès dans les commerces. Donc j'espère que ce ne sera pas au détriment d'une autre propagation du virus. D'accord. Okay. Et ça fait partie aussi, on va le voir, sur des choix qui sont à faire, justement, de ne pas se laisser griser par cette situation-là, qui peut être source de désenchantement ultérieur. D'accord, donc là, du coup, on va aborder la question des semaines à venir. Donc, on va y avoir une étape de déconfinement au 11 mai. Et donc, qu'est-ce qui est prévu plus spécifiquement sur Venerc en lien avec le reste de la France? Je pense que ce que j'ai indiqué au niveau des services et au niveau de la réflexion ou de la posture qu'on peut avoir, c'est effectivement d'avoir cette prudence-là. C'est-à-dire que je pense qu'effectivement, sur au moins les 15 jours ou 3 semaines à venir, il faut qu'on ait quelque chose de progressif, qu'on regarde les conséquences de ce déconfinement et l'incidence qu'il peut avoir. Donc je pense qu'il faut être modeste pour le déconfinement
et être plutôt sur une montée en charge progressive en fonction des résultats que l'on aura. Donc, dans toutes les orientations que j'ai essayé de donner au niveau municipal, c'est d'être plutôt dans une posture d'avoir un curseur un peu bas, de regarder comment évolue la situation et d'être en capacité de le faire évoluer. Parce que je pense qu'il est toujours beaucoup plus difficile de revenir en arrière sur certaines situations que de les faire progresser en fonction de manière, j'allais dire, factuelle et qui ne mettent pas en danger, je l'ai écrit sur la lettre municipale, je crois que le premier rôle d'un élu, c'est de ne pas mettre en danger sanitaire les administrés de la commune dans les différentes orientations. C'est pour ça que j'ai proposé, notamment pour les écoles, en liaison avec les enseignantes, d'être sur un redémarrage qui soit limité et qui soit, j'allais dire, en capacité, comme c'est prévu au niveau des locaux, mais au-delà des moyens humains, et aussi d'être sur une montée en charge progressive. D'où l'idée que j'ai suggérée de ne pas être dès le début sur du périscolaire, au moins le matin et le soir, de n'avoir du périscolaire que sur le méridien, d'être dans un premier temps sur une prise de repas en classe, parce que vu la distanciation physique qui est à mettre en place, j'imagine mal la mobilité des enfants de l'école jusqu'à la restauration scolaire. Donc voilà, tout ça, il faut le construire petit à petit, il faut monter en charge progressivement et ça fait partie des éléments de réflexion que j'ai eu et que j'ai encore, puisque avec les enseignantes, elles ont cet après-midi une réunion, une visio avec leur hiérarchie au niveau de l'éducation nationale. On fait un point en mairie demain matin. Donc je pense qu'on devrait arriver à quelque chose de co-construit qui garantisse, j'allais dire, l'état sanitaire des enfants, des enseignants et du personnel communal. Là, ce que la communication, en tout cas au niveau de l'école maternelle, c'était qu'il n'y aurait que les grandes sections la semaine prochaine et que ce serait sans doute plutôt à partir du jeudi 14 mai, avec des effectifs réduits, avec un vrai bouleversement des habitudes par rapport aux espaces de jeu, enfin voilà. Alors moi j'avais eu vendredi, j'allais dire, le pré-projet du protocole sanitaire. On a eu le protocole définitif hier. Et effectivement, ce qui est noté dans le protocole définitif, le protocole sanitaire définitif, c'est alors bon, il y a plein de règles pour garantir la distanciation des enfants, garantir la distanciation enfants-adultes, ne plus avoir de jeux partagés, ne plus avoir d'échange j'allais dire, d'outils, crayons, pinceaux, pots de peinture. Donc ça paraît quand même quelque chose de très compliqué. Même les livres, à partir du moment où un enfant a touché un livre, si ce livre-là est remis dans une utilisation collective, il faut mettre le livre en quarantaine pendant 5 jours. Enfin, aujourd'hui, voilà, pour, j'allais dire, tous ceux qui connaissent un peu le contexte avec des enfants, ça paraît excessivement compliqué ce qui est demandé. Faut des entrées décalées, faut plus de parents dans l'enceinte de l'école, faut des entrées-sorties différenciées, quand on regarde, il faut du nettoyage, de la désinfection, un lavage des mains des enfants. Je crois que j'ai compté 7 fois, ou presque 7 fois au moins, il y a 7 étapes obligatoires de lavage des mains des enfants. Vraiment, j'ai une pensée pour les enseignants dans leur rôle d'enseignant et dans leur rôle éducatif, d'avoir à gérer ces règles-là. C'est vraiment très, très, très lourd et d'une complexité immense. Une complexité immense. Il y a aussi au primaire, j'ai pas vu passer d'informations pour le primaire, mais donc ça va être c'est les CP, les CM2, je crois, si je me souviens bien, et ça va se faire de la même manière. Alors, ça fait partie aussi des adaptations pratiquement quotidiennes où on a une info.
effectivement, on avait eu une première info du ministre de l'Éducation nationale qui avait dit que c'était CP-CM2. Quelques jours plus tard, notamment quand Édouard Philippe a parlé à l'Assemblée nationale, c'est toutes les classes. Donc aujourd'hui, normalement, mais alors là aussi, ça fait partie des adaptations locales. Normalement aussi, la maternelle, c'est toutes les classes. Sauf que bon, la directrice pense qu'il vaut mieux faire rentrer les grandes sections et c'est quand même plus. Enfin, la notion de nécessité paraît plus importante par rapport à la grande section que pour les tout petits de la maternelle. Et pour l'élémentaire, aujourd'hui, on en est à envisager que ce soit toutes les classes qui rentrent. Voilà. Mais il faut aussi dimensionner par rapport aux classes, puisqu'on dit qu'effectivement, 50 mètres carrés, c'est 15 personnes dans le 50 mètres carrés. Plus de la distance d'un mètre, plus de tables en face à face. Donc tout ça, il faut l'organiser par chaque typologie de classe, et chaque école est un cas particulier. Donc notamment, je ne sais pas si ça sera accepté, mais la directrice à maternelle n'envisage que de rentrer avec 21 élèves pendant 2 jours et 21 élèves les jours suivants, sachant qu'elle a au total 42 élèves en grande section. Donc, elle envisage de n'avoir que 7 élèves par classe, justement par rapport à la gestion des espaces disponibles. Donc, il faut qu'on regarde aujourd'hui par rapport à l'élémentaire, par rapport à la taille de nos classes. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut accueillir 15 élèves ou est-ce que l'aménagement de la salle va nous conduire à réduire à peut-être 10 élèves par classe? Donc ça va être une adaptation en fonction de chaque typologie de classe pour respecter la distanciation réglementaire. Oui, vous savez Donc pas combien de parents vont envoyer leurs enfants à l'école aussi, ça c'est une inconnue. Alors, il y a 2 inconnus pour moi aujourd'hui, c'est effectivement combien de parents vont envoyer les enfants à l'école et combien d'enseignants vont être présents. Puisqu'aujourd'hui, les enseignants, pour X raisons, peuvent ne pas être disponibles pour refaire la classe. Donc, voilà. Donc, normalement, les directrices sont chargées de contacter les familles pour identifier quels sont les enfants qui vont revenir à l'école. Elles souhaitent aussi, mais ça aussi c'est une discussion qu'elles doivent avoir avec leur hiérarchie. Moi j'ai déjà échangé avec l'inspectrice d'académie, mais c'est d'avoir aussi une adaptation du rythme scolaire, puisqu'elles vont quand même avoir à gérer les enfants qui ne viennent pas en classe. Donc il y a toujours il y a un potentiel d'enfants à suivre pour ceux qui vont rester chez eux. Donc, elles envisageaient de ne pas accueillir les enfants le mercredi, c'est-à-dire de repasser, on va dire, sur une semaine à 4 jours pour les enfants accueillis à l'école. Mais à ce moment-là, comment on va fonctionner au niveau du mercredi? Est-ce que l'école sera complètement fermée le mercredi? Ça, c'est une discussion à avoir avec la communauté de communes, notamment pour la gestion de la LSH le mercredi après-midi. On a aussi, nous, à voir au niveau communal, avec le prestataire enfance-jeunesse, est-ce qu'ils ont suffisamment d'animateurs pour gérer le périscolaire sur la période méridienne en semaine et éventuellement le mercredi matin? Donc, il y a quand même un certain nombre d'interrogations qui restent à lever. Je pense que d'ici dans la semaine, ça sera levé. Et l'hypothèse et la sollicitation des enseignantes de décaler l'entrée des élèves non pas au 12 mais au 14, voilà, fait partie aussi de cette adaptation du dispositif scolaire dans les jours à venir pour laisser quand même le temps à tous les partenaires de s'organiser dans cette logique-là. Bon, sachant aussi que, je pense que tout le monde a bien entendu que ce qui était encore quand même à favoriser, c'était le télétravail. Donc, je ne me permets pas de conseil, mais je pense que pour les parents qui ont la possibilité à la fois de garder les enfants chez eux, qui ont la possibilité de faire cet apport éducatif, pédagogique, voilà, si
je pense qu'il y a une vraie interrogation à avoir sur le fait d'envoyer ou pas son enfant à l'école, ou ses enfants à l'école. Mhm. Et là, oui, on peut se dire, c'est un peu étrange, presque. Est-ce que c'était bien nécessaire de réouvrir les écoles, sachant qu'il y a d'autres pays qui ne le font pas? Mais là, tout à l'heure, vous aviez évoqué le périscolaire. Il me semble que les colonies de vacances et enfin, les accueils de loisirs extérieurs à l'école aussi vont avoir du mal à reprendre. Et donc, dans la foulée de toute cette organisation école, il y aura la gestion des vacances scolaires une fois qu'elles commenceront, dans ce contexte toujours de circulation du virus. Alors voilà, je pense qu'aujourd'hui, on est tous dans une posture d'adaptation aux circonstances. Et en plus, ces circonstances, elles sont évolutives pratiquement de jour en jour. Donc voilà, il ne faut pas. Enfin, je crois que personne ne doit s'ancrer sur des postures fermes, définitives, et encore moins sur dire on se remet dans la posture qui était celle d'avant la pandémie. Je pense qu'il faut que tout le monde accepte qu'on ait un fonctionnement dégradé, adapté à la situation et en capacité d'évoluer en fonction de la manière dont va circuler le virus. Je pense que c'est ça la règle qu'on doit tous avoir, c'est voilà, de comprendre les difficultés qui existent, deux, de ne pas être dans l'exigence de vouloir à tout prix être dans un mode de vie, dans des choix de vie qui étaient ceux d'avant la pandémie, et de se donner la capacité de pouvoir évoluer en fonction de l'évolution du virus. Voilà, je pense que c'est dans tous les choix, qu'ils soient personnels, professionnels, familiaux, je pense qu'il faut avoir cette idée en tête de surtout pas penser que tout va redevenir comme avant, au moins dans l'immédiat. Voilà. Qu'est-ce qu'il en est des associations? Alors, il y a les associations culturelles, les associations sportives. Il y a tout un listing de situations qui a été mis en ligne sur le site du gouvernement pour savoir ce qui était autorisé, pas autorisé selon les régions. Donc, nous, on est effectivement dans une région verte, donc où il y a un peu plus de choses autorisées. Alors, les associations, il y a aussi médiathèque, enfin, tous les lieux où il y a de l'accueil de public. Comment ça va se passer? Alors, là aussi, je pense que. Alors, moi, j'ai été effectivement contacté par un certain nombre d'associations communales, l'école de musique, les chorales, la gym volontaire, la CLSV. Bon, il y a beaucoup d'associations qui m'ont sollicité pour savoir quelle était la position de la commune sur le sujet. Moi, il y en a une aujourd'hui qui est relativement simple, c'est de dire aujourd'hui, il y a les directives qui ont été données par le gouvernement jusqu'au 2 juin, c'est-à-dire c'est les activités de plein air, mais de manière individuelle, voilà, et rien dans les milieux fermés. Voilà, ça c'est Moi, le premier élément. c'est pas ce que j'ai lu sur les activités, certaines activités sportives, même d'intérieur, il fallait prévoir 4 mètres carrés par personne. À partir du moment où c'était quelque chose de collectif, enfin, moi j'ai relu encore le support écrit de la déclaration d'Édouard Philippe, ce qui était intérieur, c'était au moins jusqu'au 2 juin, c'était pas d'activité. Et l'extérieur, c'était activité individuelle. Voilà. Ça, c'est ce qu'il y a dans sa déclaration. Moi, ce que j'ai demandé aux associations, c'est effectivement, toujours dans cette logique évolutive, pour l'instant, je pense qu'il n'y a pas d'urgence à redémarrer l'activité associative, au moins sur les 15 jours qui viennent. Je pense qu'il faut regarder, puisqu'il y a quand même un certain nombre de choses qui vont se déconfiner, j'allais dire, l'activité, l'accès au commerce, les écoles en partie. Bon, il y a un redémarrage qui va se faire de la société. Je pense qu'on a tous intérêt à attendre au moins les 14 jours de latence du virus pour savoir comment va se faire le déconfinement. Donc, j'ai demandé à l'ensemble des associations de la patience et de la prudence sur leur réouverture. Voilà. Donc, pour l'instant, les salles communales ne seront pas réouvertes
Et les lieux publics non plus, hormis ceux qui sont autorisés, notamment les parcs et jardins, puisqu'à partir du 12, les parcs et les jardins peuvent être réouverts. Sauf que là aussi, par exemple, si je prends le cas du parc Aucal, je vais prendre un arrêté qui va interdire l'accès aux jeux pour les enfants. Parce qu'on ne peut pas dire dans une école, il ne faut pas utiliser les jeux collectifs, mais si vous allez dans un jardin public, vous pouvez utiliser les jeux collectifs. Ça n'a pas de sens. Et je ne peux pas m'engager à dire qu'après chaque utilisation, le jeu va être désinfecté. Donc, il y aura un accès possible à la marche, mais par exemple, l'ensemble des jeux pour enfants vont être condamnés. Donc, c'est cette notion d'adaptabilité qu'il faut à chaque fois anticiper pour effectivement aller dans le sens du déconfinement. Donc, pour les associations, ce que j'ai effectivement indiqué, c'est que les uns et les autres, on a intérêt à attendre, à être patient. Et si on redémarre et si tout va bien début juin, ça sera quand même pas mal. À l'inverse, par exemple, à l'inverse, la CDSV a décidé de suspendre ses activités et ne reprendra qu'en septembre. Parce qu'effectivement, bon, peut-être que leur activité, si on prend le patchwork, si on prend un certain nombre de leur activité, est assez confinée. Et donc voilà, je trouve que, et je l'ai écrit à la présidente de la CDSV, je trouve que c'est un choix responsable de dire aujourd'hui, il n'y a pas d'urgence à repartir là-dessus et on décale ça, on reverra ça en septembre. Parce que là, on parle de 6, 7, 8 semaines de fonctionnement. Est-ce qu'il y a d'autres arrêtés qui sont prévus? Vous avez parlé d'un arrêté concernant les jeux pour les enfants. Il y a d'autres choses prévues? Alors après, il y a sur les jeux, sur les arrêtés, alors ça ne sera pas un arrêté, mais vous parliez tout à l'heure de la médiathèque. Donc là, c'est pareil. L'idée, et je travaille avec la responsable de la médiathèque et la directrice des services là-dessus, c'est d'avoir un démarrage, mais de mettre dans un premier temps, là pareil, au moins pour les 2 semaines à venir, de mettre la médiathèque sous forme de drive. Alors pourquoi? Parce que aujourd'hui, il y a une procédure qui a été mise en place, des directives pour les bibliothèques et les médiathèques. C'est pareil, il faut mettre tous les supports empruntés en quarantaine, il faut interdire de manipuler quoi que ce soit en rayonnage. Donc, voilà. Nous, on a un certain nombre de bénévoles qui, à mon sens, font partie des villages, qui font partie des personnes un peu sensibles et que je ne peux pas faire revenir, que je ne peux pas solliciter pour revenir faire des activités au niveau de la médiathèque. Donc, je ne peux compter que sur l'agent communal. Donc, je pense que on va s'orienter dans un premier temps sur du drive au niveau de la médiathèque. C'est-à-dire qu'on commande, on téléphone ou on envoie un mail pour commander des ouvrages et on les récupère. Voilà, c'est ça. Donc voilà, ça c'est ce que j'appelle la remise en route progressive des services publics. Ça va être la même chose au niveau, on travaille aussi sur la réflexion de la manière dont on va réouvrir la mairie. Oui. Voilà. Là aussi, avec cette notion de progressivité de la remise en route du service public. Donc, et après, il y a le travail aussi avec les agents, où là, en tant que maire, j'ai aussi une responsabilité d'employeur. Donc, en tant qu'employeur, c'est de réorganiser les temps de travail, donc de rester sur du travail, du télétravail pour les agents qui peuvent le faire, de laisser à domicile les agents qui ont des pathologies qui justifient ou des contraintes qui justifient le maintien à domicile. Et de l'ensemble des agents de masque, ça fait partie de la responsabilité de l'employeur aussi, et d'organiser les temps de travail, pour avoir des entrées décalées au niveau de la prise de poste, et de garantir d'avoir du travail, enfin, des activités individualisées. Donc ça veut dire des consignes pour qu'il n'y ait qu'une personne par véhicule.
Ce qui fait que notamment, il y a un certain nombre de choses qui ne reprendront pas tout de suite. Je pense par exemple à l'enlèvement des déchets verts chez les particuliers. Donc ça, aujourd'hui, on peut difficilement le faire avec une seule personne. Donc c'est aussi de mettre en route les activités qui peuvent vraiment se faire avec un seul agent. D'accord. Puisque vous parlez de masques, effectivement, il y a plusieurs personnes qui ont posé la question. Est-ce que la mairie va donner un masque à chaque concitoyen, Alors, concitoyenne, comme ça peut se faire à Toulouse ou pas? juste, alors pour l'instant, c'est des informations que je n'ai pas voulu divulguer, mais la mairie travaille sur l'acquisition de masques depuis, je crois, mi-mars à peu près. Sauf que, comme beaucoup de collectivités, aujourd'hui, il n'y a pas de lisibilité sur la livraison. Donc, j'ai quelques certitudes. Première certitude, pour vous donner un titre d'exemple, j'avais commandé auprès de l'AMF 31, l'Association des maires de Haute-Garonne, la commune avait commandé 1000 masques. Nous avons eu l'information la semaine dernière que nous allions être attributaires de 210 masques. Et je n'ai pas de date de livraison. Ouais. Voilà un peu le contexte. La commune a commandé 5000 masques via la plateforme Stop Covid-19, plateforme de l'État. 5000 masques chirurgicaux. Pour l'instant, je n'ai pas de date de livraison de ces 5000 masques chirurgicaux. Comme je pressentais cette situation, j'ai sollicité l'association culturelle de Venerque, qui via son réseau de couturières, je vais les appeler comme ça, j'ai contractualisé avec elle de leur acheter des masques tissus qu'ils confectionnent. Donc aujourd'hui, l'association me garantit d'avoir 600 masques tissus pour le 11 mai. Le seul élément, c'est que ces masques tissus, bien sûr, même s'ils sont faits, j'allais dire, suivant la norme AFNOR, aujourd'hui, ils n'ont aucune garantie. Et donc, comme les choses sont bien faites, je crois que c'est la préfecture qui a envoyé au maire une note indiquant que leur responsabilité pouvait être engagée en cas de recours d'un tiers qui attrapait le virus avec ce type de masque. D'accord. Voilà, donc aujourd'hui, je vais, alors, des conférences des maires, il y a un maire, pour ne pas le citer, qui est le maire de Portet, qui était dans la même problématique, et qui a dit, je vais faire un papier que je remettrai avec le masque en disant que le masque n'a aucune garantie, n'a aucune norme, et que la mairie décline toute responsabilité en cas de... Voilà. Donc, j'ai trouvé que l'idée, parce que maintenant que les masques vont être faits, je pense qu'il faut les délivrer, mais il faudra les délivrer avec, j'allais dire, en couvrant la collectivité du risque qui peut être pris. D'accord. Comme ça, ce n'était pas suffisant, mais j'ai trouvé une autre entreprise sur Haute-Rive qui est en capacité de nous délivrer 500 masques tissus normalisés et estampillés AFNOR. Donc ceux-là sont entre guillemets garantis. Et c'est sur ces 500 masques, notamment, que je vais faire l'attribution au personnel communal. Et ne serait-ce que pour le personnel communal, il me faut environ 100 masques. Donc vous voyez ce qui reste. Donc, c'est ce que j'ai noté sur la lettre municipale, c'est que je vais être obligé de prioriser les attributions de masques. Donc, dans un premier temps, et ça c'est la responsabilité employeur de la mairie, c'est le personnel communal. Deuxième niveau d'attribution, c'est toutes les personnes qui sont titulaires d'une carte d'invalidité et qui ne peuvent pas avoir de masque par ailleurs. Et troisième niveau, c'est de privilégier, enfin de cibler les personnes, j'allais dire, les plus sensibles ou celles qui sont vulnérables. Donc probablement, mais il faut que je quantifie le nombre de personnes concernées, c'est de faire une attribution aux personnes de plus de 70 ans. J'ai regardé, c'est à peu près 25% de la population. Donc
les personnes vulnérables ciblées. Et après, au fur et à mesure de l'arrivée des masques, on fera d'autres dotations. Mais aujourd'hui, je ne peux pas m'engager, vu l'absence de lisibilité des livraisons, je ne peux pas m'engager à dire tout le monde aura un masque. Voilà. Ok, qu'est-ce qui se passe aussi par rapport au commerce? Parce que donc il y a un certain nombre de commerces qui sont ouverts, d'autres non. On a vu circuler, il y a eu un corbeau qui a laissé des messages sur une enseigne d'alimentation en lui demandant de fermer. Je ne sais pas comment vous avez traité ce sujet, mais bon voilà, qu'est-ce qui va se passer pour les commerces? Alors, plus particulièrement sur ce sujet, donc effectivement, moi j'avais été alerté notamment par le policier municipal sur cette problématique. Quand j'ai vu que le sujet perdurait, je me suis autorisé à mettre au nom de la mairie un message sur le site Facebook du commerçant concerné pour rappeler deux choses. La première, c'est que ce fonctionnement-là était totalement autorisé, puisque la vente à emporter faisait partie des éléments possibles. Deuxièmement, on a fait une vérification un contrôle sanitaire et le contrôle sanitaire était respecté. Donc j'ai demandé que toute affaire cessante, le corbeau range son stylo dans sa poche. Donc pour moi, là, le sujet il est clos. Je pense qu'il y a un dépôt de plainte, la gendarmerie instruit et ça suit son cours au niveau judiciaire. Après, sur le fonctionnement des commerces, aujourd'hui, il y a une liste de commerces validés. Donc j'enlève tout ce qui est restaurant, hôtel. On a aujourd'hui une liste validée de commerces pouvant fonctionner. Je pense que là, la règle, elle est aussi relativement simple. Hein. Il faut que chaque commerçant regarde la taille de son échoppe. On a vu que c'était 4 mètres carrés par personne. Donc, il faut prendre les précautions nécessaires par rapport au nombre de personnes présentes dans le magasin. Je pense que j'encourage tous les responsables de magasins à exiger les masques pour entrer dans les magasins et à faire de la distanciation sur l'extérieur et ne faire rentrer les clients qu'en fonction de la taille du magasin. Après, nous, en tant que collectivité, on regardera effectivement si les commerces qui doivent être ouverts sont ouverts et que ceux qui doivent rester fermés restent fermés. Et dernier élément, parce que là aussi ça fait partie des éléments qui vont évoluer, c'est le marché. Donc j'ai demandé effectivement de regarder après le 12 à quel moment le marché de Venerc pourrait à nouveau fonctionner. On a questionné les marchands ambulants qui viennent sur le marché. Ils souhaitent réouvrir après les différents fériés. Donc le marché de Venerc devrait réouvrir le 28 mai. Avec bien sûr la distanciation des marchands, traçage au sol pour garantir la distanciation physique, un barriérage. Voilà. Il y aura des mesures particulières, mais le marché devrait réouvrir le 28 mai à Venerc. Très bien, c'est une bonne nouvelle. Et bon, pour terminer peut-être cette interview, vous restez en poste comme maire et votre équipe municipale, donc à quelle date? Est-ce que vous avez une idée? Ben, aujourd'hui, hein, moi je m'en tiens aux derniers propos de Castaner, du ministre de l'Intérieur, qui a dit que l'avis du conseil scientifique serait donné le 23 mai pour éventuellement un second tour le 24 juin et une mise en place des nouvelles équipes en suivant, donc au maximum une semaine après, donc ce qui ferait aux alentours du 30 ou 31 juin. Avec l'hypothèse que si le conseil scientifique ne valide pas cette hypothèse le 23 mai, il y ait un report à l'automne 2020.
Donc, Voilà, à la fois moi du pour l'instant, deuxième tour des élections pour les communes où il y a un deuxième tour et de la mise en place des équipes municipales pour celles alors qui... ce que je ne sais pas, c'est est-ce que on pourra faire une installation des équipes municipales déjà au premier tour entre le 23 mai et le 24 juin, ou est-ce que il sera attendu le 24 juin que le second tour soit fait, notamment, notamment par rapport à toutes les installations qui découlent des installations du conseil municipal, c'est-à-dire les différents syndicats, les intercommunalités, les communautés d'agglo, pour que j'allais dire, les structures, les établissements publics de coopération intercommunale et syndicats puissent s'installer, il faut que toutes les communes aient leur nouveau conseil municipal en place. Donc, je ne sais pas s'il sera une mise en place commune de tous les conseils municipaux après le 24 juin, ou si il y aura des installations de conseillers municipaux ou de conseils municipaux entre le 23 mai et le 24 juin. Ça, là, l'information, elle n'a pas du tout. Il n'y en a eu aucune sur ce sujet-là de pouvoir faire entre les deux l'installation des conseils élus au premier tour. D'accord. Bon, bah, merci pour toutes ces réponses. On voit qu'il y a encore beaucoup de questions, beaucoup de choses en suspens. Donc, je pense que ce n'est pas la dernière fois qu'on s'entretient. Il y a peut-être d'autres occasions de donner plus d'informations aux habitants et aux habitantes de nos villages. En tout cas, merci pour le temps que vous m'avez consacré, que vous nous avez consacré aujourd'hui. Merci et bonne suite pour tout le monde. À bientôt. Au revoir.